Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. Hier soir, très tard dans la soirée, le Sénat a finalement adopté en seconde lecture, après de très nombreuses discussions, le projet de loi défendu par Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, sur les scrutins électoraux. Mais sans sa mesure phare, le scrutin binominal paritaire qui devait permettre d'élire un binôme homme-femme par canton lors des prochaines élections cantonales en 2015. Seuls les socialistes et les radicaux de gauche ont soutenu le texte. Il reste désormais aux députés et aux sénateurs de s'entendre en commission mixte paritaire sur une version commune du texte avant que les députés ne réexaminent en seconde lecture dans les prochains jours le texte. Du coup, le Sénat veut peser de tout son poids sur le texte final lors de ces négociations, car le texte aborde d'autres aspects électoraux, comme par exemple le seuil à partir duquel le scrutin proportionnel de liste devra entrer en vigueur lors des prochaines élections municipales. Mais sans plus tarder, direction l'hémicycle pour revoir l'adoption de ce texte. Très bonne journée à tous sur Public Sénat. Monsieur Hyest. Oui, Monsieur le Président, l'article 23 était important. C'est vrai que la Commission a apporté des améliorations. Je pense que notamment la rédaction proposée pour l'alinéa 13 par le gouvernement est mieux. C'est peut-être pas la peine de rajouter un décret en Conseil d'État, avec tout le respect que j'ai pour cette haute institution, parce qu'on finit par en mettre partout. Hein. Parce que puis en plus, c'est le chien qui se mord la queue, hein, un petit peu dans cette affaire. Bon, et ça fait mal. Ça fait très mal. Alors, Monsieur le ministre, nous avions, tout le monde vous avait dit, sur tous les bancs, qu'il fallait élargir la possibilité. Quand on fait des comparaisons avec des décisions du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel, il ne faut quand même pas oublier qu'on ne pouvait créer un canton si un canton représentait plus du double de la moyenne départementale. Oui, mais enfin, c'était ce que suivait le Conseil d'État. Hein, il acceptait dans ces cas-là. Non, le vrai problème, c'est qu'il y a des départements qui sont extrêmement différents. Et que vous avez, quelquefois, d'ailleurs on a entendu ça, une métropole et puis un désert, enfin un désert, une très faible population rurale. C'est ça la question. Mais ça peut exister aussi dans des départements qui sont en pleine évolution, qui ont une partie très urbaine et une partie très rurale. Et on n'a pas tenu compte des évolutions. Il y a des départements qui ont 1 250 000 habitants, 1 350 000 habitants, qui ont 43 conseillers généraux. On voit des départements de 200 000 habitants qui en ont 45. C'est pas du tout pareil. Quand on parle des réalités des conseils généraux, on ne vit pas de la même manière si on a un canton de 50 000 habitants ou un canton de 10 000. Parce que pour certains départements, ça ne posera pas de problème, franchement. On devrait pouvoir arriver avec 20% et a fortiori 30% et avec à résoudre le problème. Il n'y aura pas vraiment de problème. Non, Monsieur le Ministre, comme on le fait pour la représentation, bien sûr, ce n'est pas du tout pareil, mais quand même, c'est difficile. Il y avait des amendements, ils ont été frappés de l'article 40, mais quand même établir mieux une certaine homogénéité entre tous les conseillers généraux de France, pour qu'il n'y en ait pas qui auront d'énormes cantons, avec tous les problèmes que ça pose, parce que ce n'est pas du tout pareil d'avoir 60 000 habitants, un grand territoire, et puis d'avoir 10 000 habitants, parce que ça sera assez comparable à ce que certains vivent aujourd'hui. Et je crois que c'est la question. Mais ça, on n'a pas pu la résoudre, parce qu'il aurait fallu dire, écoutez, maintenant il y aura un nombre de conseillers généraux comme de conseillers municipaux, en fonction de la population. Un département qui a tant de population, il aura tant de conseillers généraux. Mais on n'a pas pu aller jusque-là. Et c'est quand même la réelle difficulté, il faut bien le dire. Mais néanmoins, bien sûr, nous approuvons toutes les modifications qui ont été apportées à l'article 23. On aurait préféré aussi quelques aménagements supplémentaires, mais quand même, c'est déjà pas mal. Merci, Monsieur Hyest. Je vais donc mettre aux voix l'article 23. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 23? Avis contraire? Je n'en vois pas. Si, Monsieur Savin.
L'article 23 est donc adopté. Après l'article 23, amendement 97 rectifié, c'est M. Laménie qui le défend. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Donc, concernant cet amendement, il a pour but, dans le cadre du remodelage de la carte cantonale, sur les conséquences et la répartition au niveau de la dotation de solidarité rurale, au niveau des nouveaux critères d'éligibilité. Donc, il est en relation directe donc, avec l'article 23. Merci, Monsieur Laménie. Avis de la commission, Monsieur le rapporteur. Favorable? Défavorable, pardon. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Demande de retrait parce qu'il est de fait satisfait. Merci, Monsieur Laménie. Il est retiré. Je vous remercie. Article 24, demande de parole de Monsieur Antiste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le 24 janvier 2010, les Martiniquais se sont prononcés par référendum en faveur de la création d'une collectivité unique. La loi du 27 juillet 2011, adoptée suite à cette consultation, a permis la constitution d'une commission tripartite composée de représentants de la préfecture, de la région et du département en charge de la bonne conduite des travaux de fusion entre la région et le département. Initialement, cette loi prévoyait l'alignement des collectivités uniques de Martinique et de Guyane sur le calendrier des élections régionales, à savoir en 2014. Cependant, la complexité de la fusion des deux administrations et de leur personnel s'est révélée plutôt difficile, plus difficile qu'on ne pouvait l'imaginer, nécessitant des études plus pointues. C'est d'ailleurs à cela et à la mutualisation des services que travaillent les deux exécutifs dans le cadre de la commission ad hoc qui réunit des élus de la région et des élus du département. Au vu de la lourdeur objective de cette opération sensible et l'avancement des travaux préparatoires relatifs à l'installation de la collectivité unique de Martinique, il n'est raisonnablement pas possible de tenir l'échéance de 2014. En conséquence, nous ne pouvons pas, vu l'importance de ce grand projet politique de développement pour la Martinique, prendre le risque d'un échec. Les Martiniquais ne nous le pardonneraient pas et ils auraient raison. C'est pourquoi il n'est pas plus mal pour moi que dans le cadre de la réforme territoriale décidée par le Président de la République, la mise en place de la collectivité de Martinique soit alignée sur la modification des agendas électoraux retenus au niveau national, soit en 2015. En effet, ce temps supplémentaire permettrait à la commission ad hoc de travailler dans des conditions plus sereines à la refonte de tous les services, aussi bien administratifs que techniques, de la région et du département. Pour rappel, la fusion concerne non seulement les patrimoines bâtis et routiers très conséquents, mais aussi des moyens financiers à hauteur d'1 milliard d'euros, ainsi que la finalisation des grands projets opérationnels, gestion des SEM, du Galion, abattoir départemental, équipements sportifs, lycées et collèges, transport collectif en site propre et les projets de fonds, système informatique, organisation financière et comptable notamment. Je souligne aussi que la Commission et nous, quelques élus martiniquais, travaillons en étroite collaboration avec les syndicats des personnels, très attentifs au devenir des agents plutôt inquiets. 2200 agents pour le département et 1200 pour la région. J'avoue ne pas comprendre les cris d'orfraie concernant le report des élections de Martinique en 2015 au lieu de 2014. J'analyse ces manifestations d'opposition comme étant des manœuvres politiciennes au bénéfice d'intérêts électoralistes. En effet, ceux qui veulent aller vite ne pensent qu'au succès personnel de leur liste. On fait le pont et puis la rivière viendra après. Faire élection de suite et après on organise. Malheureusement,
leur préoccupation n'est pas fondée sur l'intérêt général de la Martinique et le respect du choix des Martiniquais d'une collectivité de droit commun, mais juste sur une volonté de revanche. La différence que je défends est pragmatique. Elle correspond davantage aux attentes de l'électeur qui portent plus sur le fond que sur une date et une forme. On pourrait me rétorquer alors, pourquoi pas dans 10 ans? Mais je répondrai, qu'est-ce que quelques mois de plus quand on veut se donner toutes les chances de réussir cette fusion? Ainsi, la seule exigence d'un calendrier différencié n'a, à mon sens, aucun intérêt. Ne soyons pas frileux avec des arguties politiques, mais attachons-nous à prendre le temps d'une réussite, ce que d'ailleurs le peuple martiniquais attend de nous. Oui donc, à 2015, conformément aux délibérations des deux assemblées martiniquaises des 22 novembre 2012 pour le Conseil régional et le 13 décembre 2012 pour le Conseil général, ainsi que celle des deux assemblées guyanaises à une très forte majorité. J'espère que mes arguments auront découragé les auteurs des amendements qui viennent. Et il me plaît de citer ici un grand homme de chez nous, le docteur Pierre Aliquer, premier adjoint d'Aimé Césaire pendant 45 ans, âgé aujourd'hui de 106 ans, qui disait « Les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises sont les Martiniquais eux-mêmes ». Merci. Merci, mon cher collègue. Deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 41 rectifié de M. Hyest. Oui, Monsieur le Président, les amendements, ils sont liés au fait que nous ne souhaitons pas qu'on reporte des élections régionales. Donc tous les amendements qui ont été déposés vont dans ce sens. Donc je défends tous les amendements que j'ai déposés sur cet article. Voilà. Merci, Monsieur Hyest. Pour faire gagner du temps. Le 145, il est défendu, Monsieur Marseille? Il est défendu. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? Défavorable, Monsieur le Président. Avis du gouvernement? Défavorable, Monsieur le Président. Je les mets donc aux voix. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de ces deux amendements? Avis contraire? Ils ne sont pas adoptés. Deux amendements aussi faisant l'objet d'une discussion commune. Le 144 de... C'est Monsieur Marseille qui le défend. Il est défendu? Monsieur Hyest, vous l'avez défendu aussi. Le vôtre, le 56. Avis de la Commission? Défavorable. Même avis du gouvernement? Oui. Même vote que les précédents? Ils sont rejetés. Je mets donc aux voix l'article 24. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 24? Avis contraire? Ah, non, c'est bon? Oui. Il est adopté. L'article 25, un amendement de M. Hyest, le 43 rectifié, il a été défendu? Même avis de la Commission, même avis du gouvernement? Même vote? Il est rejeté. Le 146 de M. Zocchetto, c'est le même vote. Il est rejeté. Et je mets donc aux voix l'article 25. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 25? Avis contraire? Il est adopté. Même vote sur le 25 bis. Même vote. 25 ter. Idem. Nous en arrivons à l'article 26. C'est l'amendement 271 rectifié. Qui le défend, Madame Prima? Il est défendu. Avis de la Commission. Sur le 271 rectifié, Monsieur le rapporteur. Mais je vous en prie. L'avis de la Commission sur le 271 rectifié. Défavorable. Même avis du gouvernement, Monsieur le ministre? C'est celui-là. Si c'est plus ennemi, les enfants. C'est lequel? Oui, mais une minute, puisque j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer. Nous sommes sur celui, sur le 271, présenté par Monsieur de Montgolfier, qui permet de ramener le seuil de 10% des inscrits à 12,5%. Puisque c'est cet élément-là. Donc nous donnons un avis
qui est favorable à cet amendement, conformément à l'engagement que j'avais pris devant votre Assemblée. Oui, Madame la sénatrice. C'est mieux que les deux premiers. Oui, voilà, Monsieur Mercier, c'est bien. Je mets donc aux voix l'amendement des 171 rectifié qui a reçu l'avis favorable du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour l'adopter? Avis contraire? Il est adopté. Et l'article 26 est donc supprimé. Alors, après l'article 26, l'amendement 140, c'est M. Boyer qui le défend? Oui, donc comme nous le savons, le sous-préfet en zone de montagne et en ZRR joue un rôle déterminant en service de l'aménagement du territoire et de son organisation. Son maintien, notamment au cœur des espaces difficiles des zones de montagne, est un enjeu pour l'avenir de nos territoires afin d'assurer, je dirais, une forme d'égalité et d'éviter ainsi une rupture administrative dévastatrice. Avec l'apparition de nouveaux cantons, il assurera un lien de l'administration décentralisée de notre pays. Il sera le dernier rempart contre la désertification administrative qui risque de se produire si l'on ne maintient plus l'essence même des services publics et des services au public en milieu rural et en ZRR. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Le gouvernement? Défavorable aussi. Explication de vote, monsieur Lenoir. En réalité, Monsieur le Président, je voudrais avoir une explication, une réponse de la part du ministre sur un point très précis. Nous avons des zones de revitalisation rurale actuellement qui sont dans des cantons qui vont être supprimés dans peu de temps. Alors, quel est le sort qui est réservé aux territoires aujourd'hui cantons bénéficiant du régime de la ZRR, dès lors que ce territoire va être englobé dans un territoire plus important qui ne sera pas évidemment dans sa globalité classé en ZRR. C'est important d'un point de vue notamment fiscal pour des entreprises. Monsieur le ministre. Je veux bien évidemment répondre, même si on est quand même sur c'est un sujet qui est totalement indépendant, effectivement, Monsieur Hyest. C'est-à-dire que les politiques de revitalisation concernent des communes, concernent des communautés de communes, concernent des citoyens. Donc, de toute façon, ces territoires, ils ne sont pas uniquement en fonction des cantons, ils sont en fonction de cette situation. Donc, ils seront maintenus. Après, il peut y avoir des adaptations à la marge. Évidemment, l'État suivra ces évolutions. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 140 qui a reçu l'avis défavorable et de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour l'adopter? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication de vote? Madame Cukierman. Attendez. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, excusez-moi, mais peut-être une pointe d'ironie en cette heure tardive, puisque je vais vous demander beaucoup d'efforts et d'imagination, plus que le binôme la réunion d'une même personne, puisque je m'exprime au nom de mon collègue Paul Vergès. Donc je vous demande de l'indulgence et j'ouvre les guillemets. Ces deux projets de loi préfigurent ce que sera ou ce que pourrait être l'acte 3 de la décentralisation. Si la volonté du gouvernement est de ne pas toucher à l'architecture actuelle pour la France hexagonale, il convient de rappeler qu'à La Réunion, la situation est tout à fait différente sur tous les plans, géographique, économique, social, politique et bien sûr institutionnel. La loi du 19 mars 1946 montre aujourd'hui de toute évidence qu'elle n'est plus à même de répondre aux défis nouveaux du développement. Elle a épuisé ses possibilités. La Martinique, notre collègue le rappelait, et la Guyane ont opté pour une collectivité unique. La Guadeloupe, pour l'instant, et la Réunion restent, elles, dans le droit commun et voient sur leur même territoire fonctionner un conseil général et un conseil régional. Et pour notre part, nous n'avons jamais caché qu'il nous fallait procéder à une rupture historique. Depuis quelques mois, à La Réunion, la presse se fait l'écho de commentaires qui convergent vers la même analyse. Le statu quo institutionnel n'est plus possible et il faut ouvrir une nouvelle page après celle initiée par la loi de 1946. Les textes que nous étudions aujourd'hui ne prennent pas en compte notre réalité géographique
et nous pensons là aux possibilités d'intégration dans notre environnement géographique immédiat, notre réalité économique et notre réalité institutionnelle. Comme nous l'avions souligné lors de la première lecture, contrairement à la Guadeloupe qui peut mobiliser un congrès, la Réunion, par une disposition spécifique et particulière, se trouve interdite du droit de faire connaître son opinion. Pour cela, il faudrait parvenir à une réforme institutionnelle. Et il appartient au gouvernement de prendre l'initiative aboutissant à la consultation de la population réunionnaise sur les modalités et les objectifs d'une réforme institutionnelle adaptée à la situation de la Réunion. Dès lors, il est bien évident que ces deux textes que nous étudions ne sont pas adaptés à la situation spécifique de la Réunion. Tout cela explique notre position sur ce projet de loi comme lors de la première lecture. Donc Paul Vergès n'a pris part à aucun des votes sur les amendements et ne prendra pas part au vote sur le vote final de ces deux textes. Je vous remercie. Merci, madame. Monsieur Hyest. Oui, Monsieur le Président. Bien évidemment, le sujet qui nous divisait avec le gouvernement, c'est le binôme. C'était le sujet essentiel. Sans doute sera-t-il voté, puisqu'il y a une majorité à l'Assemblée pour le voter, et il pourrait avoir le dernier mot. Mais nous avons marqué notre opposition, et pas seulement nous, puisque le Sénat a confirmé son vote de première lecture sur ce point. Néanmoins, il y avait déjà tout le volet intercommunalité, fléchage, etc., où je crois que à la fois le seuil, on a trouvé un consensus sur le seuil, je pense que c'était important, et qui correspond, bien sûr, il y en a qui trouveront des communes qui diront c'est moi, mais c'est un bon consensus, je crois, et un bon équilibre. Et deuxièmement aussi, et grâce notamment à Alain Richard, au rapporteur, etc., c'est que nous avons assoupli aussi les conditions de désignation des délégués intercommunaux, et je pense que c'est aussi une avancée, alors que l'Assemblée nationale avait gardé le système sans regarder exactement, mais il n'y avait pas de texte, c'est vrai, du Sénat, sur cette question. Deuxièmement, il est évident aussi qu'en ce qui concerne les délimitations des cantons, pour l'instant, qui reste le nombre actuel, mais ça évoluera peut-être. Je crois qu'avoir élargi à 30% la possibilité de variation entre la population des cantons, tout en respectant, je crois quand même, l'esprit des décisions du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Parce que, Monsieur Richard, vous n'avez pas cité une décision. C'est la décision sur la réforme du Sénat, où on peut aussi représenter les territoires et pas seulement la démographie. Et oui, rappelez-vous quand même cette décision qui est extrêmement importante, puisqu'elle limite aussi les possibilités de tripatouiller la représentation au Sénat. Je le rappelle quand même. Donc, pour toutes ces raisons, et Monsieur le ministre, vous avez, donnant un avis favorable à l'amendement de nos collègues, de notre collègue Montgolfier à l'article 26. Bien entendu, c'est uniquement, pour l'instant, ça ne s'appliquerait pas, la disposition 10% tout de suite. Mais on a bien compris aussi que si nous n'avons pu l'examiner, puisque c'était des articles de conséquence, vous l'aviez dit, que vous étiez tout à fait prêt à une ouverture sur ce sujet. Vous l'avez prouvé déjà dans ce cadre. C'est pourquoi, compte tenu de ces choses, nous ne sommes pas satisfaits de ce qui se fait pour Paris. Nous le disons et nous le redisons. Donc, à partir de ce moment-là, Monsieur le ministre, et parce qu'il faut un texte pour le Sénat, parce que je crois que c'est important, surtout en deuxième lecture. En première lecture, on peut dire on vote rien. Mais en deuxième lecture, il me paraît important qu'il y ait un texte, comme il ne nous satisfait pas complètement, mais il y a beaucoup d'avancées positives. Le groupe UMT s'abstiendra. Merci, Monsieur Hyest. Monsieur Kaltenbach. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nos débats sur ce projet de loi auront été une nouvelle fois particulièrement riches. Alors, ils n'ont pas duré 32 heures comme en première lecture,
mais je crois que nous avons largement débattu de tous les points de ce projet de loi. Le Sénat a encore su démontrer la fine connaissance des territoires qui est la sienne. Et je me félicite que nos débats aient été beaucoup plus apaisés qu'en première lecture, notamment sur la question de la parité. Je veux ici remercier la qualité du précieux travail fourni par le rapporteur Michel Delbar. Je veux également saluer l'attachement du président de la commission des lois, Jean-Pierre Sueur, en commission, puis tout au long de l'examen de ce texte en séance publique, pour favoriser le dialogue et le rassemblement du Sénat sur des points forts. Comme toujours, chers collègues, je veux enfin attirer votre attention sur la volonté qui a été celle du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, et du gouvernement de prendre en compte nos travaux durant la seconde lecture de ce projet de loi. Monsieur le ministre, vous avez su très souvent entendre les revendications du Sénat qui s'emploie à relayer les attentes des élus locaux. Et vous avez eu à cœur d'associer, en faisant un nombre certain de concessions sur le contenu du texte, la Chambre haute à la définition du futur projet de loi. Vous avez ainsi démontré, là encore une fois, votre grand sens de l'écoute et du compromis. Je crois que vous avez su faire preuve d'un profond respect du rôle du Sénat et je tenais à vous en remercier. Voilà. Je pense qu'il est essentiel maintenant que ce texte soit adopté et je dois dire que je suis rassuré par l'intervention de M. Hyest qui, en annonçant l'abstention du groupe UMP, lève le suspense sur le vote final. Je crois qu'il était essentiel en effet que nous soyons présents dans la suite du débat en ayant un texte voté par le Sénat. Le texte donc sera voté. Malheureusement, l'article 2 sur le scrutin binominal ne sera pas, lui, dans le texte voté par le Sénat et je regrette que notre Haute Assemblée n'ait pas souhaité s'associer à la révolution que constituera la parité dans les conseils départementaux. Je crois que grâce à ce scrutin binominal, nos conseils départementaux vont connaître une véritable révolution. Néanmoins, notre Haute Assemblée a su adopter de nouvelles propositions fortes que nous aurons à cœur de défendre dans la suite du débat parlementaire. Je pense tout d'abord au tunnel à plus ou moins 30% pour le redécoupage, qui va donner beaucoup plus de souplesse pour prendre en compte la spécificité des territoires et notamment des territoires ruraux. C'était une demande forte des élus locaux et je crois que notre Haute Assemblée a su se faire entendre du gouvernement. Le deuxième point sur lequel nous avons des avancées qu'il faut préserver, c'est le fléchage pour l'intercommunalité, un fléchage qui ne sera pas limité au début de la liste, mais qui pourra être plus large. Je crois que là aussi, c'était une demande forte de tous ceux qui seront amenés dans un an à constituer des listes et à mener des campagnes électorales. Ils ne voulaient pas être contraints pour les élus communautaires au début de la liste. Grâce à ce vote, nous allons offrir des marges de souplesse pour la constitution des listes municipales avec ce fléchage intercommunal. Troisième point, le seuil pour le scrutin proportionnel dans les petites communes. Un consensus, scrutin de liste, un consensus s'est établi dans cette Assemblée autour du seuil de 1000 habitants. Je crois que c'est un juste compromis entre ceux qui voulaient 0 ou 500, entre ceux qui voulaient 1500, avec un seuil à 1000. Nous avons là un point d'équilibre qu'il nous faudra maintenir. Et puis enfin, il y avait ce vote par l'Assemblée de la réduction de 2 élus dans les conseils municipaux de moins de 3500 habitants. Là encore, le texte revient à la situation antérieure et je crois qu'il fallait rendre hommage à l'action de nos élus municipaux, parfaitement bénévoles et souvent indispensables à la vie locale. Là encore, le Sénat a su démontrer qu'il savait entendre l'inquiétude de celles et ceux qui œuvrent quotidiennement dans nos territoires les plus ruraux à faire vivre l'action publique. Pour toutes ces raisons, les 4 principales et bien d'autres, puisque les débats ont été riches et le texte a été largement amendé, l'adoption de ce texte permettra de moderniser la vie démocratique de nos territoires. Nous sommes extrêmement satisfaits au sein du groupe socialiste
qu'un texte sorte de nos travaux en seconde lecture ici au Sénat. Il convient maintenant de continuer à le faire vivre. Mes chers collègues, le groupe socialiste vous invite à adopter ce projet de loi ainsi modifié, soit en votant favorablement, soit, si vous n'êtes pas encore complètement convaincu, en vous abstenant, et je pense également aux élus centristes, mais aussi à nos partenaires, en permettant ainsi au débat parlementaire de se poursuivre et je félicite, à la demande du président Ménard, le président Rebsamen qui a su suivre ce texte avec attention et qui, grâce à ses interventions particulièrement pertinentes, permet aujourd'hui l'adoption de ce texte et le rassemblement du Sénat pour continuer à ensemble défendre nos territoires et les élus locaux. Voilà, le groupe socialiste votera donc favorablement et le débat pourra continuer. Je tenais à le souligner et à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce débat sur les modes de scrutin et le calendrier électoral. Merci. Merci. Monsieur Le Cerf. Monsieur le Président, chers collègues, ce texte et cette réforme n'est pas une réforme consensuelle sur le binôme, mais ça nous le savions avant même de commencer nos travaux. Je tenais cependant à dire qu'en dépit de ce désaccord de fond, la qualité du travail en commission des lois, la qualité du climat en commission des lois a participé très largement à l'amélioration de ce texte. Et cette qualité, nous l'avons retrouvée au niveau de l'hémicycle, à la fois dans le travail et dans le climat, et je crois qu'on peut en rendre hommage également au ministre. J'ajouterais que j'ai quand même pris un petit coup de blues, un petit coup de déprime, en entendant tout à l'heure mon collègue, le président Mézard, invoquer une sorte de crépuscule de l'institution parlementaire et l'impuissance effectivement du Parlement. Alors je ne partage pas totalement cette opinion, quoique je ne la partage pas totalement puisqu'il me semble que la récente révision constitutionnelle a plutôt augmenté les pouvoirs du Parlement, que ce soit sur les pouvoirs de la Commission ou que ce soit sur la suppression d'un certain nombre de méthodes de rationalisation du parlementarisme. Il n'en reste pas moins que malgré tout cela, nous en sommes aujourd'hui à nous demander si le passage du tunnel de 20 à 30% ne pourrait pas encourir les fourches codines et la censure du Conseil constitutionnel. Alors je me permets quand même de rappeler qu'il est inscrit dans la Constitution que la souveraineté nationale appartient au peuple et que le peuple l'exerce soit par ses représentants, soit par la voie du référendum. Et que donc, si nous allions vers ce type de gouvernement des juges, il resterait quand même une possibilité au Parlement, et sur ce point, vous savez que le Sénat a des pouvoirs équivalents à ceux de l'Assemblée nationale, c'est de faire préciser, puisque bientôt, après tout, nous aurons une réforme constitutionnelle, faire préciser dans le texte de la Constitution que la représentation du territoire est également un élément fondamental. Car, mes chers collègues, vous savez que même si ces chiffres sont schématiques, on dit aujourd'hui qu'il y a 80% des personnes qui vivent en secteur urbain sur 20% du territoire, ce qui signifie qu'il y a peut-être 20% des personnes qui vivent en secteur rural, mais sur 80% du territoire, et que ce type de pourcentage ne peut qu'aller en progressant. Ce qui veut dire au passage, d'ailleurs, que les territoires ruraux deviennent fondamentaux non seulement pour les ruraux qui y habitent, mais également pour les citadins qui en ont besoin pour leur détente, leur loisir et leur oxygène. Si le Conseil constitutionnel ne le comprenait pas, il faudrait peut-être que le Parlement fasse en sorte qu'en modifiant la Constitution, il puisse mieux l'entendre. Merci, Monsieur Le Cerf. Monsieur Favier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, donc nous arrivons au terme de nos débats avec le sentiment, malgré l'heure tardive, d'un travail inachevé et même en partie précipité. En intervention générale, nous parlions déjà d'un rendez-vous manqué. Cependant, nous noterons avec satisfaction que nos débats furent, je crois, à la hauteur des enjeux, tant dans le contenu des diverses propositions portées par toutes les sénatrices et sénateurs qui se sont exprimés, que dans l'écoute dont chacune et chacun d'entre nous a fait preuve. Il est d'autant plus dommageable que le résultat de nos débats n'ait pas donc débouché sur des modifications plus substantielles de ce texte. Vous aviez pourtant, Monsieur le Ministre, une majorité prête à soutenir des propositions que vous auriez pu entendre. Sans votre refus de bouger sur les articles importants, il eût été possible de parvenir à un accord. Nous en sommes encore persuadés.
Malgré des conditions d'examen limitées en termes de temps, et même, ça a été rappelé par certains, à la limite de l'irrespect pour notre Haute Assemblée, nous avions dès le début tenu à souligner les nombreux points d'accord que nous avions et qui demeurent. Oui, nous restons favorables au changement de nom des conseillers généraux, à la nécessité de revoir le mode de scrutin et de modifier le périmètre des cantons, compte tenu évidemment des inégalités insupportables, notamment au plan démographique. Oui, nous vous soutenons dans votre objectif de favoriser un pas décisif vers la féminisation de nos assemblées départementales, mais d'autres solutions existaient pour y parvenir sans recourir à ce scrutin binominal dont on ne tardera pas à voir évidemment les limites. Oui, nous vous soutenons pour reculer les dates des futures élections départementales et régionales, pour élargir aussi le nombre de communes qui, dorénavant, éliront leur conseil municipal au scrutin de liste. Même si nous regrettons que beaucoup d'entre elles seront encore exclues de ce mode de scrutin qui est pourtant sans conteste au service du développement de notre démocratie locale et renforce la parité dans les conseils municipaux. Certes, il est vrai, le cœur de ce projet de loi, à savoir les articles 2 et 20, nécessitait à nos yeux d'être fortement revu. Sur le dernier, concernant donc la désignation des délégués communautaires, il suffisait simplement de reprendre le choix majoritaire exprimé par les élus locaux à qui nous avions donné la parole à l'occasion des États généraux organisés par notre Sénat il y a quelques mois. Aussi, notre proposition n'était pas dogmatique, mais raisonnable et respectueuse d'un avis largement partagé par les élus de divers horizons. Pour l'article 2, sur le mode de scrutin départemental, il est vrai que le chemin de l'accord était plus difficile. Mais notre position de repli aurait mérité d'être regardée de plus près, y compris à l'occasion d'un dialogue en amont de l'écriture de ce projet, comme d'autres propositions d'ailleurs. Que ce soit, comme nous le proposions, une liste départementale corrigeant par la proportionnelle les excès du scrutin majoritaire, elle s'appliquait, rappelons-le ici, sur la base d'un scrutin territorialisé qui aurait d'ailleurs pu être effectivement un scrutin binomique. Ou bien encore, comme d'autres en ont fait la proposition, de sectoriser les départements pour introduire un scrutin proportionnel au plus près des électeurs pour répondre justement à ce que vous avez beaucoup évoqué, ce besoin de proximité. Chacun le sait, vous-même, Monsieur le Ministre, comme les sénateurs socialistes d'ailleurs, les solutions ne manquaient pas pour permettre de trouver une solution qui pouvait alors réunir une majorité sénatoriale. Malheureusement, le chemin de la concertation ne fut pas le vôtre. Assurez que vous êtes effectivement d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale et vous faites malheureusement le choix du passage en force à l'Assemblée et nous le regrettons. L'importance numérique, l'hégémonie de votre groupe parlementaire vous permet donc d'être sourd aux propositions de vos partenaires. Mais ils vous rendent aussi parfois aveugles aux réalités qui vous entourent et aux opinions qui s'expriment. Nous le regrettons, mais dans ces conditions, vous comprendrez que nous ne pourrons pas, évidemment, voter en faveur de ce texte. S'agissant de la dernière lecture pour le Sénat, il nous faut donc évidemment pour nous choisir pour ou contre ce texte, une abstention d'ouverture au dialogue n'étant plus aujourd'hui à cette heure-là battant de mise, la perche qui était tendue n'ayant pas été saisie. Nous ne pouvons donc que voter effectivement malheureusement contre ce projet en l'état, en regrettant finalement que les décisions qui nous sont proposées n'aient pas trouvé place au lendemain de l'examen du futur projet de loi de décentralisation. Comme certains l'ont d'ailleurs évoqué, nous aurions pu alors mettre en adéquation le mode d'élection des élus départementaux avec les missions de la collectivité territoriale qu'ils seront appelés à gérer. Je pense qu'effectivement, si nous avions traité ces questions dans cet ordre-là, sans doute que nous aurions certainement pu trouver des solutions plus satisfaisantes pour ces nouveaux modes de scrutin départementaux. Merci, Monsieur Favier. Monsieur Mercier. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Au terme de ce débat, qui a été un débat de bonne qualité et qui s'est déroulé dans une ambiance sereine et qui a permis, je crois, au Sénat de dégager une position. Il y a ce soir un texte et il est important qu'il y ait un texte. Dans un système bicaméral, il faut que les deux assemblées puissent dialoguer et dialoguer dans l'enceinte où elles seront seules
c'est-à-dire la commission mixte paritaire. Et c'est le Parlement qui exercera la plénitude de son pouvoir au sein de cette commission mixte paritaire. Mais pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait un texte de chacune des assemblées. Il peut être le même, il peut être différent, il sera différent. Et je crois que c'est bien ainsi. Et je voulais d'abord féliciter, remercier toutes celles et ceux qui ont participé à l'élaboration de ce texte, la commission des lois, le rapporteur, le président, le gouvernement, qui a fait des efforts nécessaires, et puis l'ensemble des membres du Sénat, ceux de la majorité un tout petit peu, ceux de l'opposition beaucoup, bien entendu, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais il y a une position du Sénat. Et il faut le rappeler. Il y a d'abord le rejet du système binominal. 2 fois. Le Sénat l'a rejeté, c'est ainsi. C'est la position du Sénat. Ça peut faire plaisir ou pas plaisir, mais c'est la position du Sénat. Et il y a un accord assez large sur toutes les questions relatives aux élections des conseils municipaux et de l'intercommunalité. La recherche d'un seuil pour l'application de la loi du système électoral à la proportionnelle majoritaire, qui est maintenant complètement entrée dans nos mœurs, est une bonne chose. 1000 habitants, je crois que c'est bien, et nous avons pu le dire clairement, fortement, et cette position viendra en CMP, non pas un peu par hasard cachée, mais comme une vraie position de l'Assemblée qui représente les collectivités territoriales, et c'est une bonne chose. Nous avons également su prendre un certain nombre de mesures sur l'intercommunalité, la désignation un peu plus lié au suffrage universel des conseillers communautaires, même s'il faudra probablement aller plus loin un jour, le respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Je crois qu'il ne faut pas regretter d'appliquer les décisions du Conseil constitutionnel. Notre système, on s'en gargarise assez souvent, repose sur ce qu'on appelle un état de droit. Un état de droit, je rappelle que ce n'est pas un état où le Parlement fait ce qu'il veut. Ce n'est pas possible, ce n'est pas un état de droit, ça. L'état de droit, c'est où on respecte les règles constitutionnelles qu'une juridiction est chargée de faire appliquer. Et c'est assez récent dans notre système, mais c'est, je crois, un progrès là aussi. Il y a d'autres bonne chose dans ce texte. Je ne veux pas revenir sur tout ce qui a fait à cœur, mais je voudrais insister, en tant qu'élu centriste, sur le fait qu'on n'a pas décidé de retenir pour se présenter au second tour les 2 candidats arrivés en tête, mais tous ceux qui avaient réussi à obtenir un certain pourcentage, 12,5%. C'est très bien ainsi, c'est aussi une avancée de la démocratie quelque part. Pour toutes ces raisons, le groupe centriste est satisfait qu'il y ait un texte clair de la part du Sénat. Il y a des points sur lesquels nous sommes en divergence, mais nous ferons en sorte que ce texte puisse exister en nous abstenant. Merci, Monsieur Mercier. Monsieur le Président Mézard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre groupe votera majoritairement le texte du Sénat. Il fallait un texte du Sénat, il y en a un qui va être voté, et tel qu'il est, je dois dire qu'il convient à la majorité d'entre nous. En effet, l'article 2 n'a pas été voté, donc ce qui satisfait une majorité des collègues de mon groupe. Et sur les autres dispositions, grâce aux efforts et aux propositions qui ont été faites par les uns, par les autres, et aussi à l'écoute que vous avez bien voulu avoir, Monsieur le Ministre, il y a eu des évolutions tout à fait positives. Je pense au seuil de 1000 habitants en ce qui concerne les élections municipales. Je pense au nombre de conseillers municipaux qui reste stable. Et là, on a entendu ce que nous avions dit en première lecture, c'est qu'il était nécessaire d'écouter nos collègues conseillers municipaux et maires dans nos territoires. Sur le fléchage aussi, je crois que les dispositions qui ont été retenues vont dans le bon sens et recueillent une large majorité. Et nous avons pris acte, bien sûr, qu'à l'Assemblée nationale, il y aurait le vote du binôme, du système, du principe.
Mais vous avez bien voulu faire un effort, Monsieur le ministre, en nous indiquant que le gouvernement serait d'accord pour essayer de conserver cette disposition sur les équilibres démographiques entre moins 30 et plus 30, ce qui correspond à un progrès évident quand on regarde la situation de nombre de nos départements, parce que nous savons pertinemment qu'en restant aux dispositions moins 20 plus 20, il n'y a pas que les zones de montagne. Les zones littorales c'eût été encore pire avec la densification dans les grandes villes du littoral. On peut penser que le reste du territoire départemental aurait suffi à remplir un seul ou deux cantons, ce qui est absolument inacceptable et contraire à l'intérêt général. Donc cette disposition est un progrès. Cela n'évacue pas quand même le problème du nombre des cantons, et moi je regrette qu'on n'ait pas pu avoir de véritables débats là-dessus, puisqu'on nous a opposé ici l'article 40, ce qui ne me paraît pas une excellente chose. Mais bon, il faudra que nous en prenions acte à la suite de l'évolution du texte devant l'Assemblée nationale. Donc le texte tel qu'il est voté par le Sénat nous paraît correspondre pour l'essentiel à un progrès par rapport à ce qu'il était auparavant, et nous le voterons majoritairement. Merci, Monsieur le Président. Je mets aux voix donc l'ensemble du projet de loi dont la Commission a ainsi rédigé l'intitulé « Projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral ». Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de ce texte? Avis contraire? Abstention? Le projet de loi est adopté. Monsieur le ministre. Oui, très rapidement, Monsieur le Président, avant que nous abordions la loi organique. D'abord, je voulais remercier le Sénat non seulement pour ce vote, mais surtout pour la qualité du travail accompli. Je pense très sérieusement que le rendez-vous auquel j'appelais au début de notre discussion pour cette deuxième lecture est en partie réussi, et grâce à la qualité de ces travaux. Je remarque que nous avons confirmé le report des élections en 2015, qu'il y a eu des changements profonds concernant l'intercommunalité, et notamment pour aller vers ce suffrage direct que nous appelions tous, me semble-t-il, en tout cas beaucoup de nos vœux. Le seuil à 1000 qui a fait consensus, en tout cas qui a recueilli une grande majorité, sinon l'avis de tous, permettra aussi à la parité de s'appliquer pour plusieurs millions de nos concitoyens. Nous avons confirmé, vous avez confirmé l'abrogation du conseiller territorial. Le Sénat a défini, il y a encore un instant, des critères pour le redécoupage et pour permettre un bon équilibre démographique et de nos territoires, et avec ce nouveau tunnel de plus 30, moins 30. Et enfin, le président Mercier l'a souligné, nous avons aussi trouvé une majorité pour le seuil, afin d'être qualifié au deuxième tour, à 12,5%. De ce point de vue-là, je voudrais remercier et la majorité et l'opposition, et évidemment le président de la commission des lois et le rapporteur, qui a été, comme d'habitude, d'une aide tout à fait précieuse. Et ainsi, nous avons trouvé un point d'équilibre. Évidemment, manque le binôme. C'était au cœur du débat, mais là, les esprits ayant évolué, je l'ai remarqué à la fois aussi bien dans le ton, dans les arguments utilisés, ou dans la volonté de discuter aussi l'article 2 par le rejet des amendements de suppression. Je ne doute pas un seul instant que l'Assemblée complétera ce manque, qu'un accord, d'une manière ou d'une autre, sera trouvé à la fin de ces discussions, soit en CMP, au moment du texte final. Je me porte garant, en tout cas devant vous, pour que les avancées qui ont été accomplies à l'occasion de ce débat puissent être portées aussi par le gouvernement devant l'Assemblée nationale. Et je reste convaincu, comme je l'ai dit, que ce texte, à la fois sur l'intercommunalité
comme par l'instauration du binôme qui sera confirmé par l'Assemblée nationale, changera durablement et dans le bon sens l'organisation de nos territoires. Merci, Monsieur le Ministre. Nous passons donc maintenant à la discussion des articles du projet de loi organique. Et l'article 1er A, avec un amendement 11 rectifié, c'est Monsieur Colomba, Monsieur Mézard qui le défend. Monsieur Colomba. Cet article 1er A a été pour nous une surprise, dans la mesure où, ça nous a été dit plusieurs fois, pensons que, s'agissant des règles de cumul, il y avait un texte qui était en préparation. Tout à l'heure, on nous a aussi, Alain Richard a aussi évoqué le fait que peut-être il faudrait cesser de parler de cumul des mandats, mais parler peut-être des fonctions. Donc, moi j'ai eu un peu l'impression qu'on appliquait parce qu'il y avait un texte quelque part, alors il fallait immédiatement faire les correctifs qui s'imposent. Donc nous pensons que c'est une sorte de cavalier qui n'a rien à faire ici et en plus qui pose d'énormes problèmes. Il pose d'autant plus de problèmes que si on n'a pas encore réglé, il n'y a pas eu de décision concernant le cumul en matière de mandat parlementaire et on se met à légiférer en matière de cumul des communes, des élus des communes entre 1000 et 3500 habitants. C'est quand même un petit peu extraordinaire. En plus, s'agissant de la date d'entrée en vigueur de cet article, est-ce qu'il entrera en vigueur tout de suite, ce qui semble être le cas? Est-ce que le fait qu'il entre en vigueur tout de suite n'est pas en contradiction avec une certaine façon de voir du Conseil d'État? Et puis en plus, c'est assez étonnant que j'ai cru entendre que s'agissant du cumul des mandats parlementaires et locaux, l'application se ferait en 2017. Enfin, j'ai cru entendre ça. Et ici, il entrerait immédiatement en application pour un maire d'une commune de 1000 habitants. C'est pas qui peut le plus, peut le moins, mais c'est qui peut le moins, peut pas le plus. C'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Donc c'est pour ça qu'on avait déjà déposé ces amendements en première lecture. On redépose les mêmes amendements en seconde lecture. Je crois qu'il faudrait supprimer cet article 1A qui a été introduit par notre commission des lois en première lecture. Et très franchement, ça fait partie de ces bizarreries, comme la façon de désigner les délégués des communes intercommunaux des communes de moins de 1000 habitants dont on a parlé tout à l'heure. Franchement, est-ce qu'il y a urgence à légiférer dans ce domaine-là? Donc simplement, il me semble que le bon sens veut qu'on supprime cet article 1A. Merci, Monsieur Colomba. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, la Commission a rendu un avis défavorable à l'amendement de notre collègue Colomba parce qu'il me paraît mettre derrière cet amendement ou derrière le texte qu'il veut amender, j'allais dire, quelque chose d'extraordinairement ample, d'extraordinairement difficile. On me dit que ça n'est qu'un amendement de coordination, ça n'est qu'une disposition de coordination qu'on doit faire figurer dans cette aide. Monsieur le Président Mézard, ma culture est infime par rapport à la vôtre. Mon audition est relative aussi, mais j'ai tout de même compris cela. Ça n'est qu'un texte de coordination. Donc ça n'ouvre pas le débat aussi vaste que ce que nous dit M. Colomba, parce qu'on est bien d'accord, ce débat vaste, ce n'est pas à l'occasion de ce texte qu'on l'aura. Voilà. Si, avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, d'abord, là, on anticipe sur un certain nombre de débats que nous aurons sur les questions liées au cumul. Et puis, en supprimant, M. Colomba, l'article 1er A du projet de loi organique, cet amendement conduirait à la censure des articles du projet de loi ordinaire
qui fixe le seuil du scrutin de liste à 1000 habitants, si je ne me trompe pas. Et oui, donc pour ces deux raisons, j'en conclus au rejet de votre amendement. Merci. Monsieur Richard. Malgré l'heure tardive, qu'on consacre 1 minute ou 1 minute et demie à cette affaire. Que s'est-il passé au moment de la précédente limitation du cumul des mandats, en 2000 ? Le gouvernement et la majorité de l'époque ont dit ne compte pas dans les mandats soumis à la réglementation du cumul le mandat de conseiller municipal, puisqu'on est toujours sur les mandats, d'une commune de moins de 3005. Donc ça, c'était la loi organique, que le Conseil constitutionnel déclare conforme. Tout baigne. Mais il y a un sujet que le Conseil constitutionnel relève. Pourquoi est-ce qu'on traite différemment des conseillers municipaux de communes de taille différente? Problème de principe d'égalité. Et le Conseil répond, on peut le faire parce que on est sur des catégories de communes qui ont des régimes électoraux différents. Donc j'ai un critère objectif et j'accepte. Là-dessus, la même majorité, le même gouvernement, dit finalement à la réflexion, on change le seuil d'application de la proportionnelle à 2005. À ce moment-là, le Conseil constitutionnel dit, vous m'avez un peu grugé, puisque vous aviez une coïncidence entre un régime électoral et un seuil de cumul. Donc là, ça répondait à un critère objectif. Vous avez rompu après coup cette identité, et donc je vous rattrape au virage. Et la loi ordinaire, c'est exactement ce que vient de dire le ministre, à ce moment-là, a été déclarée inconstitutionnelle. C'est pour ça qu'on est toujours à 3005. Et donc, je rejoins par contre Pierre-Yves Collombat sur un point qui est la date d'application. Parce que si la loi dont on parle, enfin l'article organique dont on parle, s'applique immédiatement, ça veut dire que des collègues qui ont un mandat municipal dans une commune entre 3500 et 1000 vont devoir y renoncer instantanément. Alors que le critère qu'a posé le Conseil constitutionnel, c'est si vous avez un régime électoral avec un seuil, c'est ce même seuil qui doit s'appliquer pour la limitation du cumul. Donc, il me semble, je n'ai pas vérifié assez attentivement si le texte disait bien ça, mais que cette disposition organique ne doit entrer en vigueur qu'au moment des prochaines municipales, quand s'appliquera le nouveau seuil d'application de la loi de proportionnelle avec prime majoritaire. Mais la raison pour laquelle on est dans cette nécessité, c'est quand même l'application du principe d'égalité. C'est-à-dire que si vous faites une distinction entre les élus municipaux de communes de diverses tailles, il faut que cette distinction soit fondée sur un critère objectif qui est la différence de mode de scrutin. Merci, Monsieur Richard. Monsieur Collombat. Je trouve cet état de fait encore plus stupide que je croyais. Parce que, non, mais, qui montre bien que notre système... Pardon? Non, mais attendez, enfin, franchement, ça vous choque pas, vous, qu'on puisse continuer à cumuler tout un tas de choses si on est maire d'une commune de 100 000 habitants, président d'intercommunalité qui a 500 000 habitants, enfin, etc., président de tout un tas de trucs, et puis qu'on compare avec ce qui se passe pour un élu d'une commune de 1002 habitants. Enfin, franchement, bon... Alors qu'on traite, donc d'accord, enfin ça mérite peut-être qu'on voit la question, et en particulier, parce qu'on le sait très bien, plus que les statuts juridiques, ce qui importe, c'est la fonction, c'est l'importance du temps que prend chaque mandat, c'est le volume financier géré, enfin, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Donc, arriver à introduire ce type de modification, bon, on n'en mourra pas, hein, mais au détour comme ça de cette loi, moi, ça me paraît vraiment complètement excessif. Et franchement, je ne sais pas qui va comprendre ce genre de choses. Merci. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu l'avis défavorable. Monsieur Mézard. Oui, simplement, Monsieur le Président, un mot pour dire que ce n'est pas simplement de la coordination, Monsieur le rapporteur. Parce que s'il y avait une entrée en vigueur immédiate, comme l'a rappelé très justement Alain Richard, ce serait constitutionnellement extrêmement contestable,
puisque ça reviendrait à changer les règles du jeu électoral pendant le mandat des actuels parlementaires. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, il y a deux débats. Le premier porte, implicitement, nous l'avons déjà évoqué, il y aura un texte de loi, qui n'a pas été encore d'ailleurs adopté par le Conseil des ministres, qui concernera le cumul ou le non-cumul des mandats, peut-être à d'autres sujets, mais en tout cas qui permettra, dans les débats, dans la bonne humeur, de traiter un certain nombre de questions. Pour ce qui concerne le texte, et faisant mienne évidemment les arguments et du rapporteur et du sénateur Alain Richard il y a un instant, je rappelle qu'à l'article 3 de cette loi organique, il est dit que les articles 1er A et 1er s'appliquent à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi organique. On échappe aux difficultés que vous évoquez. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu l'avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement 1, qui le défend? Ah ben oui, il n'y a plus d'objet. Donc les trois amendements, l'autre aussi, les trois amendements tombent. Pareil, les trois amendements qui sont identiques tombent. Donc, l'article 1. Voilà, donc je vais mettre aux voix l'article 1er A. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption? Avis contraire? Il est adopté. Article 1er. Les trois amendements tombent, oui. Oui, non. Et nous en arrivons donc à l'amendement numéro 20 de la Commission des lois. Monsieur le rapporteur. C'est un amendement qui introduit une rectification. D'accord. Avis du gouvernement, monsieur le ministre. Favorable? Je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'amendement 20? Avis contraire? Il est adopté. Amendement 5 rectifié, Madame Lippetz. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement un petit peu compliqué à rédiger. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé, commission des lois, attachés parlementaires de Monsieur le ministre et les personnes à la tribune. Je suis désolée, j'ai plus le nom en tête, je commence à fatiguer. C'est le problème du vote aux élections communales des sans domicile fixe européens. Ils ont le droit aujourd'hui de voter aux élections européennes, mais la loi telle qu'elle était, la loi organique telle qu'elle était écrite, les empêchait de voter aux municipales parce que les critères d'élection de domicile étaient exclus par cette loi organique, parce que la loi avait été modifiée postérieurement à la loi organique. Je ne sais pas si vous me suivez à 1h30 du matin. Donc, c'est pas grave. L'important, c'est qu'aujourd'hui, la France soit en accord avec les traités européens. Et donc, par cet amendement vise à permettre aux sans domicile fixe européens de pouvoir voter aux prochaines élections municipales. Merci, Madame. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Comme à son habitude, Monsieur le Président, et on en a eu plusieurs illustrations, Madame Lippetz a plongé la Commission dans un état de réflexion extraordinairement profond. Et après un échange de vues et sortant de cet état de réflexion, la Commission a dit qu'il s'agit vraiment là d'un problème qu'on ne peut pas traiter au fond sans avoir eu l'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Non, c'est vrai, c'est un sujet difficile.
puisque l'amendement de Mme Lipiette a pour objet de permettre aux ressortissants communautaires inscrits dans un CCAS de voter aux élections municipales. Il s'inspire aussi d'un certain nombre d'évolutions. Il actualise le compteur figurant à l'article du Code électoral qui a figé le droit en vigueur pour les ressortissants communautaires à mai 1998 et n'a pas permis que soient applicables les nouvelles dispositions permettant aux personnes sans domicile fixe domiciliées dans un CCAS de s'inscrire sur les listes électorales de la commune dans laquelle est établi le CCAS. Donc, on voit bien les populations qui sont visées expressément. Moi, je considère que, même si la loi organique, évidemment, doit intégrer ce type de propositions, vu les difficultés que nous pouvons avoir, y compris avec un certain nombre de ces populations, cet amendement peut difficilement être accepté à ce moment-là. Merci. Je vais donc le mettre aux voix. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Je mets donc aux voix l'article 1er. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption? Avis contraire? Il est adopté. Même vote pour l'article 2. Même vote. Article 2 bis A avec un amendement qui tombe. Et je mets donc aux voix l'article 2 bis A. Même vote. Même vote. 2 bis B, idem, puisqu'il tombe, l'amendement. 2 bis, même vote. Même vote. 2 ter, pareil. Article 3. Alors, amendement 13 rectifié. Monsieur Colomba, Monsieur Mézard. Monsieur Colomba. La commission des lois a déjà précisé un certain nombre de choses. Enfin, finalement, appliquer ces nouvelles dispositions à partir du 1er avril 2017 nous paraîtrait en phase avec l'actualité et cette idée que les nouvelles règles concernant le cumul des mandats s'appliqueraient à partir de cette date. C'est une belle date. Merci, Monsieur Colomba. Avis de la commission, Monsieur le rapporteur. Même avis du gouvernement. Je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Et je mets aux voix l'article 3. Quels sont ceux qui souhaitent adopter l'article 3? Avis contraire? Il est adopté. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique. Il n'y a pas d'explication de vote. Je mets donc aux voix l'ensemble du projet de loi organique dont la commission a ainsi rédigé l'intitulé « Projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux ». En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit. Il va être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour donc remettront un bulletin blanc, contre un bulletin bleu et ceux qui s'abstiennent un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert.
Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos et j'invite les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.